Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. On va parler en fait spécificité du comportement alimentaire du cheval et aussi spécificité de son système digestif. Et en fait, qu'est-ce que à la fois son comportement alimentaire et son système digestif impliquent pour son alimentation. C'est important à la fois d'être en accord avec le comportement alimentaire et le système digestif du cheval pour bien nourrir et pour que le cheval se sente bien vis-à-vis de son alimentation. Est-ce que tu vois l'ensemble? Alors moi je vois l'ensemble. Apparemment je vois sur les messages que ça bug un peu. Je pense que c'est la vidéo qui doit être un petit peu saccadée. Je pense qu'il y a des chances. Alors en fait, il faut savoir que ça dépend beaucoup de la connexion de chacun. Si ça bug trop en Wi-Fi, moi je vous conseille de passer en 4G parce que très souvent c'est mieux en 4G. Voilà. C'est pareil, les slides. Normalement, elle passe bien chez Angélique, elle passe bien chez moi. Il est possible que ça arrive très lentement chez vous. Dans tous les cas, vous les verrez au fur et à mesure pour celles et ceux qui sont connectés. En replay, si jamais vous voyez que ça bug un petit peu, ne vous inquiétez pas. C'est le truc, c'est que ça dépend vraiment, vraiment de votre niveau de connexion. Angélique, je peux te laisser débuter? On est parti. Donc, comme je vous disais il y a quelques instants, on va parler ce soir du comportement alimentaire et du système digestif du cheval, qui sont deux éléments très importants à prendre en compte pour pouvoir bien nourrir et favoriser du coup son bien-être alimentaire. Et on peut passer à la diapo suivante. C'est parti. Donc, pour les objectifs de la webconf de ce soir, l'idée c'est en fait de comprendre les particularités du comportement alimentaire et du système digestif du cheval et leurs impacts sur l'alimentation pour, comme je disais tout à l'heure, favoriser le bien-être alimentaire de chaque équidé. Tu peux passer la diapo. Alors, en fait, la question qu'on se pose souvent et qui peut faire un petit peu débat dans le monde du cheval, c'est bien le nourrir finalement. Comment est-ce que on nourrit bien un cheval? Et en fait, bien le nourrir, c'est finalement avant tout connaître ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire connaître son comportement alimentaire et sa façon de digérer les matières premières qu'on va lui apporter. L'idée en fait, c'est d'aller étudier le cheval, sa façon de fonctionner, sa façon d'être, pour comprendre son fonctionnement et l'utiliser pour le reproduire quand il est à nos côtés dans un contexte du coup domestique et finalement où il va être dépendant de nous pour sa nourriture. Contrairement à un cheval qui serait du coup à l'état sauvage, qui se nourrirait par lui-même, souvent quand le cheval est à l'état domestique, ça va être à nous de gérer l'alimentation. Donc allez observer le cheval pour voir comment il fonctionne et utiliser du coup ses connaissances pour lui permettre d'être dans un certain bien-être alimentaire, c'est vraiment l'objectif. On peut passer à la diapo suivante. Donc, le comportement alimentaire. Donc, en conditions naturelles, le cheval, il passe environ 16 heures à s'alimenter. Ça peut varier généralement entre 15 et 18 heures. Globalement, sur les études qui ont été faites, on se rend compte que ça tourne autour de 60% de son temps, ce qui est quand même assez important, ce qui est même carrément énorme quand on compare par exemple à un être humain. Donc le cheval, bien sûr, est un herbivore et son régime alimentaire est très varié. C'est vraiment le cheval est un amoureux de la diversité. Donc il va manger différentes herbes, donc différentes graminées fourragères comme de la fétuque élevée, de la fétuque des prés, du dactyle, du plantain, enfin voilà, différentes graminées. Il va aussi s'intéresser à quelques légumineuses type lotier, sainfoin ou même luzerne dans certains cas.
Mais il va manger aussi des feuilles, des écorces, des plantes aquatiques ou encore des baies et des fruits. On voit de nombreux chevaux, par exemple, qui apprécient le frêne, les feuilles et l'écorce, ou également des chevaux qui mangent voilà, des mûres ou d'autres fruits. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que dans les études qui ont été faites, le cheval ne passe pas plus de 3h30 sans s'alimenter. Et l'alimentation est un comportement, on va dire, aussi social. Les chevaux qui vivent en groupe, quand un cheval commence à manger, les autres le suivent. C'est des activités voilà, qui vont être des activités de groupe. On va manger tous ensemble et puis après on va se reposer, etc. C'est vraiment, quand il y a initiation du pâturage par un cheval, généralement les autres vont suivre et voilà, ils vont se synchroniser dans leurs activités d'alimentation. Et donc, le comportement alimentaire du cheval, vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se caractérise par ce besoin de manger en continu des fibres. Les fibres, c'est-à-dire l'herbe, le foin ou l'enrubanné. Et on peut aller sur la diapo suivante. Donc, le cheval, il consomme entre 1,5 et 3,5% de son poids en matière sèche par jour. Donc la matière sèche, qu'est-ce que c'est en fait? C'est je prends mon foin, je le pèse et en fait je retire le poids de l'eau et ça me donne mon poids de matière sèche. Voilà, dans le foin, on sait que à peu près voilà, on a à peu près 15% d'eau, donc on retire ce poids-là et ça nous donne notre poids en matière sèche. Donc voilà, le cheval, il va manger entre 1,5 et 3,5% de son poids. Pour un cheval de 500 kg, on va être autour de 11-12 kg d'alimentation par jour en fibres. Et donc du coup, au pâturage, ce qui est intéressant de voir, c'est que 20 à 50% du pâturage se fait la nuit selon la saison. En été, le cheval va passer plus de temps à pâturer la nuit, puisque en fait, il est moins embêté par les insectes la nuit et du coup passera plus de temps à s'abriter des insectes la journée et en fait transposera son temps d'alimentation diurne à la période nocturne. Et on peut aller sur la suivante. Voilà, donc un point vraiment sur lequel j'aimerais insister et qui est vraiment très important, c'est ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que quel que soit son mode d'hébergement, le cheval conserve ses besoins alimentaires naturels. C'est-à-dire que sur les études qui ont été faites, on se rend compte qu'on regarde les Mustangs aux États-Unis, les Brumbies en Australie ou notre selle français en Normandie, ils ont tous le même comportement alimentaire. Si on leur laisse la possibilité d'exprimer ce comportement, ils vont tous passer le même temps à s'alimenter. On va tous être autour de 60%. Donc voilà, vraiment qu'un cheval soit au pré ou au box, qu'il soit de loisirs, de sport ou voilà, ou de course, même si on se rapproche, on est aussi dans le sport, le cheval a vraiment les mêmes besoins, le même comportement alimentaire. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc le comportement alimentaire, pourquoi c'est important de le respecter, de dire voilà, le cheval est fait pour s'alimenter en continu et il faut essayer de tendre vers ça pour notre cheval domestique, puisque respecter les caractéristiques biologiques du cheval, c'est un impératif pour contribuer à son bien-être. En fait, toute non prise en compte de ses besoins peut générer ennui, stress et encourager le développement des stéréotypies. Les stéréotypies, c'est les tics, le tic à l'ours, le tic à l'air, voilà, tout le panel en fait de comportements un petit peu déviants que le cheval peut mettre en place en cas d'ennui ou de stress répétitif. Donc vraiment, et cet aspect de respect des caractéristiques biologiques de l'espèce, c'est un aspect qu'on retrouve dans la définition du welfare quality, qui est un petit peu le cahier des charges du bien-être animal au niveau européen. Voilà, on peut passer sur la diapo suivante. Donc, alors, du coup, quand on est, donc on a vu le comportement alimentaire, donc pour le cheval, s'alimenter quasiment en continu, pouvoir disposer en fait d'alimentation quasiment en continu, et il s'alimente 60% de son temps. On va maintenant voir les particularités du système digestif. Donc la première particularité, c'est que le système digestif prend voilà beaucoup de place chez le cheval, notamment on va le voir le gros intestin. On peut aller sur la diapo suivante.
Laurence, je t'ai perdue? Le temps que ça passe. C'est bon. Ok. Alors, le cheval, il est ce qu'on appelle un herbivore monogastrique, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule poche dans son estomac, contrairement aux ruminants qui sont qui ont plusieurs poches à l'estomac. Donc, le cheval, il a un estomac qui est peu volumineux et des intestins développés. En fait, toute la digestion du cheval se trouve dans ses intestins. Il y a aussi une forte insalivation dans la cavité buccale et la capacité stomacale. Donc, on a vu l'estomac est peu volumineux, donc forcément, sa capacité stomacale est faible, entre 15 à 18 litres, sachant qu'en fait, son estomac ne se remplit qu'aux 2/3. Donc, en fait, arrivé aux 2/3 à être rempli, il se vidange dans l'intestin grêle. On peut passer sur la diapo suivante. Donc, chez le cheval, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il y a deux types de digestion. La digestion enzymatique, donc qui est réalisée par des enzymes sécrétées par le cheval, qui se fait principalement dans l'intestin grêle, et la digestion microbienne, donc qui est faite par des micro-organismes, qui est faite dans le gros intestin. Et donc, on va aller voir d'un petit peu plus près tout ce qui se passe au niveau du système digestif. Donc, on l'a vu rapidement, avant de parler de l'intestin grêle, dans l'estomac, les aliments arrivent, il y a un premier brassage, première dégradation, mais le rôle de l'estomac reste limité et sa capacité en termes de volume est assez faible. Donc, une fois que les aliments sont passés dans l'estomac, ils vont arriver dans l'intestin grêle, qui est le site majeur de la digestion enzymatique. Ils vont y passer un temps de séjour assez court, puisqu'ils vont y rester que 1 ou 2 heures. Et c'est à cet endroit-là qu'on va avoir la digestion des protéines en acides aminés, des lipides en acides gras et des glucides en glucose. C'est là en fait où on va passer des aliments aux nutriments. Et la digestion, ce qui est très important aussi, c'est que la digestion enzymatique, elle est en quelque sorte limitée. Le cheval ne peut pas produire une quantité d'enzymes extensible. Et c'est notamment aussi la question de l'amidon. On sait que le cheval sécrète de l'amylase, donc l'enzyme qui va digérer l'amidon au niveau de l'intestin grêle, mais il en digère des quantités faibles. Il en sécrète, des quantités assez faibles. Donc c'est pour ça qu'au niveau des dernières recommandations nutritionnelles, on recommande de ne pas donner plus d'1 gramme d'amidon par kilo de cheval et par repas au maximum, pour en fait éviter d'avoir de l'amidon non digéré qui passe en fait à travers l'intestin grêle sans être digéré et passe dans le gros intestin. Mais ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Et on peut passer, Laurence, à la diapo suivante. Donc, le système digestif, donc il continue en fait dans le gros intestin, qui représente... Ah, on est passé faut que tu remontes sur la diapo d'avant. Donc, sur le gros intestin, on est en fait à 60% du volume digestif total et les aliments, ils vont y séjourner beaucoup plus longtemps puisqu'ils y séjournent de 24 à 48 heures. C'est bon, tu peux passer sur la suivante. Ouais. Alors, donc, le gros intestin, c'est le site majeur de la digestion microbienne cette fois-ci. Donc, dans cette partie, en fait, c'est plus le cheval qui digère, mais ce qu'on appelle sa flore microbienne, qui est constituée en fait de milliards de micro-organismes. Le cheval, il n'a pas la capacité de digérer la cellulose, mais par contre, ces micro-organismes ont cette capacité. Les micro-organismes, en fait, vont dans le gros intestin sécréter des enzymes qui vont permettre de digérer la cellulose. Donc là, au niveau du gros intestin, on est vraiment sur une digestion qui est vivante et la flore bactérienne est spécialisée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'alimentation du cheval, on n'aura pas la même flore bactérienne d'un cheval à un autre. On peut aller sur la diapo suivante. Donc, le gros intestin, il va donc digérer par fermentation ce qui ne l'a pas été en amont du tube digestif. Donc, son rôle principal, le gros intestin, il est fait pour digérer les fibres. Mais en cas de passage d'amidon résiduel qui n'aurait pas été digéré dans l'intestin grêle, il va aussi travailler pour
digérer cet amidon, mais en créant des fermentations qui vont produire plus d'acide lactique et qui vont abaisser le pH et qui peuvent provoquer à terme des soucis de maux de ventre, de coliques, de diarrhée, etc. C'est pour ça qu'il est très important de limiter ce passage d'amidon résiduel dans le gros intestin. Et donc, nos fibres, qui constituent la plus grande partie de l'alimentation du cheval, elles vont être digérées dans ce qu'on appelle des acides gras volatiles. Ces acides gras volatiles, ils vont être absorbés et fournissent de l'énergie au cheval. C'est ce qu'on appelle une voie lente de production d'énergie. Voie lente de production d'énergie, mais hyper efficace et surtout totalement adaptée au fonctionnement du cheval, puisqu'il faut le rappeler, c'est un herbivore fait pour consommer des fibres. On peut passer à la diapo suivante, Laurence. Donc, finalement, qu'est-ce qu'induit le système digestif du cheval par rapport à son alimentation? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le système digestif du cheval, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout fait pour fonctionner à vide. C'est-à-dire que quand on a des coupures, des longues coupures où le cheval ne peut pas s'alimenter, on limite le péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement continu des muscles de l'intestin. Et donc, c'est pour ça qu'on a un risque de colique qui est plus accru quand on manque de fourrage. Et on a aussi un risque de stéréotypie qui est très fortement augmenté. Je vous ai cité deux études sur ce sujet. La première parle plus des stéréotypies en fait chez les chevaux de course où on a montré qu'avec un régime plus faible en fourrage, on a l'apparition de stéréotypies. Et la deuxième étude a été faite. Alors là, donc, ils étudient en fait les différentes variables qui peuvent impacter les stéréotypies, et on se rend compte que l'alimentation est le premier facteur impactant pour les stéréotypies. Donc le cheval, de par son comportement alimentaire, de par comment il est fait, a besoin de ce temps d'ingestion long. C'est un besoin inné. Je compare un petit peu ça à chez nous, notre besoin de sommeil. En fait, on peut tout à fait, c'est des choses qui peuvent être comparées. Alors, je vois juste rapidement une question. Dans quels aliments trouve-t-on de l'amidon? L'amidon, on le trouve principalement dans les céréales, le blé, l'orge, l'avoine, voilà, toutes les céréales. On en retrouve aussi dans la pomme de terre, mais pas tout à fait du même type. Maïs, pareil, on va retrouver de l'amidon. Voilà. Voilà. Pour l'enrubané, je l'ai vu aussi, mais j'y réponds après. Donc, donc par rapport à l'amidon, je rebondis là-dessus. Le cheval n'est pas fait pour recevoir beaucoup de céréales et d'aliments concentrés riches en énergie et en sucre. Vraiment, il a des capacités de digestion de l'amidon qui sont limitées. Il peut en consommer, il est apte à en digérer, mais voilà, sur des recommandations qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, de maximum 1 gramme d'amidon par kilo de cheval et par repas. Pour les recommandations en fourrage, cette fois-ci, on va être sur les dernières normes qui sont sorties au minimum, et je dis bien au minimum, sur 1,5 kg de fourrage par 100 kg de cheval. Donc après, par exemple, pour un cheval de 500 kg, vous faites la multiplication. Voilà, mais c'est vraiment une quantité, on va dire minimum, et on a rarement finalement ces quantités dans les centres équestres ou dans les écuries. Et aussi parce que souvent, on a l'impression de mettre beaucoup de foin, mais quand on le pèse, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, soit avec un pèse-bagage, soit avec un peson de pêche, à prendre le foin par exemple dans un sac de course et à vraiment peser pour voir ce que vous donnez à votre cheval. Et vous verrez, c'est très intéressant à faire. Voilà, donc je répète, minimum 1,5 kg de fourrage par 100 kg de cheval. Le cheval, on a vu qu'il peut consommer jusqu'à 3,5% de son poids en matière sèche. Donc, on peut vraiment monter au niveau de ces doses à 2,5 kg de fourrage par 100 kg de cheval pour aller vraiment sur des quantités de fourrage conséquentes, à volonté ou quasiment à volonté, qui permettent au cheval d'exprimer librement son comportement alimentaire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qui est à favoriser? Alors, bien sûr, un accès à l'eau en permanence et à volonté. On vient de le dire, l'accès au fourrage qui doit être l'aliment principal, et le fourrage permet une bonne hygiène à la fois digestive et contribue vraiment au bien-être du cheval. Et il faut aussi chercher donc ça va avec l'accès au fourrage, à augmenter le temps d'ingestion
pour permettre au cheval de s'occuper et de satisfaire son besoin de manger vraiment très régulièrement. Et un autre élément important, c'est bien sûr avoir du calme pendant les repas. C'est aussi très important. On peut passer à la diapo du dessous. Et donc, ce qui a proscrire, alors donc bien sûr, l'absence de fourrage dans la ration journalière, des repas de concentrés trop volumineux ou trop riches en amidon. Donc, on dit ne pas distribuer plus de 4 litres par repas, déjà parce qu'on risque d'être au-dessus des doses d'amidon recommandées, et aussi parce que l'estomac, en fait, il y a une petite capacité, un petit volume. Si on lui donne 4 litres, si vous ajoutez la salive du cheval et les sucs gastriques, on va tout de suite arriver aux 2/3, l'estomac va être rempli à ces 2/3 et va vidanger tout de suite dans l'intestin grêle et le bol alimentaire ne pourra pas avoir cette bonne première dégradation qui se fait dans l'estomac. Ce qu'il faut éviter aussi, ce sont de longues plages horaires sans la possibilité de s'alimenter. On l'a vu, au niveau du comportement, ça peut dire du stress, de l'ennui, mais au niveau du système digestif, ça peut aussi entraîner l'apparition d'ulcères. Au niveau de l'estomac, il faut savoir que le cheval sécrète de l'acide chlorhydrique en continu, parce qu'il est fait pour manger en continu. Donc, il a en toute logique, il sécrète son acide chlorhydrique en continu. Et donc, s'il ne peut pas s'alimenter, s'il ne peut pas remplir son estomac, l'acide chlorhydrique, en fait, ne va pas pouvoir être aspiré, entre guillemets, par les fourrages. Et donc là, on a un risque d'ulcère qui est plus important. Il faut aussi, bien sûr, limiter les aliments de mauvaise qualité, les aliments qui seraient moisis ou pleins de poussière, et aussi éviter un changement d'alimentation sans transition. C'est hyper important de bien ménager une transition alimentaire pour le cheval, pour qu'au niveau à la fois de son système enzymatique et au niveau de son système de micro-organismes du gros intestin, il puisse vraiment s'adapter. Voilà, vous pouvez passer. Laurence, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon des particularités digestives et du comportement alimentaire du cheval. Alors, si vous souhaitez en savoir plus et si ces thématiques vous intéressent, que vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur ces informations, je vous donne rendez-vous au cours de stage autour de ces différentes thématiques comme raisonner l'alimentation de mon cheval, l'enrichissement alimentaire, évaluer la qualité d'un foin, estimer l'état corporel, toutes les informations qui pourront vous permettre d'apporter une alimentation équilibrée, génératrice de bien-être, de santé et de performance. Et voilà, je termine juste par rapport à ça par une petite citation de la Guérinière, qui est que la connaissance du naturel d'un cheval est l'un des premiers fondements de l'art de le monter. Et tout homme de cheval doit en faire sa principale étude. Et pour l'alimentation, c'est très très vrai, parce qu'un cheval qui est dans le bien-être alimentaire est beaucoup plus posé et beaucoup plus apte à travailler avec nous. Un cheval qui est dans le bien-être est forcément plus apte à travailler avec nous, et par le biais de l'alimentation, on a vraiment, on a entre nos mains un facteur de son bien-être sur lequel on peut travailler. Et on peut passer du coup sur la dernière diapo. Voilà, juste une petite photo de conclusion, avec un petit poulain qui commence à s'alimenter et à chercher un petit peu ce qu'il peut manger. C'est aussi une composante du comportement alimentaire, c'est que pour le cheval, le comportement alimentaire s'apprend en regardant sa mère, les autres membres du troupeau, etc. Et donc souvent c'est l'occasion de découvertes nombreuses pour le poulain. Et je vous remercie de votre attention. Et maintenant, du coup, place aux questions. Eh bien, écoute, merci pour tout, Angélique. On va peut-être commencer justement par la question de Dominique qui demandait comment peser la matière sèche de l'enrubanné. Alors, donc du coup, l'enrubanné, c'est un petit peu plus compliqué que le foin parce que ça dépend vraiment de comment il a été fait, à quel stade il a été récolté, combien de temps il a été laissé sécher, etc. Donc le mieux en fait pour l'enrubanné, pour vraiment savoir, c'est de faire une analyse de fourrage en fait, ou de demander à l'agriculteur si là où vous l'achetez, s'il sait à peu près à combien de taux d'humidité il va être. Voilà, mais généralement sur un enrubanné,
Cheval, on va être sur 75-78% de matière sèche à peu près. Avec une autre question du coup de la part de Brigitte qui demandait si tu pouvais nous redire l'intérêt en fait de la sécrétion, je ne sais plus parler, d'HCl, savoir un petit peu ce qu'il en était. Alors donc l'HCl en fait, il est sécrété donc en continu dans l'estomac. Il a un rôle en fait il joue un rôle dans la première dégradation en fait dans la digestion du bol alimentaire. L'acide chlorhydrique donc il est sécrété dans l'estomac. C'est une sécrétion qui est continue, donc c'est pour ça en fait que quand il y a rien à digérer, il va quand même arriver dans l'estomac et il peut en fait induire en fait des lésions ulcéreuses. Et donc sur l'acide chlorhydrique, il va servir dans la première dégradation des aliments pour leur digestion et notamment des protéines. Ok, on va continuer justement sur cette absorption avec la question de Rachel en fait. Parce que je pense du coup que ça joue derrière vraiment sur la digestion. Elle nous demande pourquoi est-ce qu'on trouve souvent de la mélasse dans les compléments existants. Alors tout simplement parce que en fait la mélasse, alors déjà d'un point de vue marketing, la mélasse donne un aspect brillant à l'aliment et c'est plus joli. Donc du coup voilà pourquoi on met de la mélasse. Ça a aussi donc la mélasse c'est sucré, donc c'est appétant, c'est plus appétant. Les chevaux aiment bien le sucre, donc forcément ils vont plus manger. Et ensuite d'un point de vue technologique, la mélasse en fait est collante et du coup sur la fabrication dans les usines d'aliments, ça vient coller la poussière. Et même aussi quand vous le distribuez, ça colle la poussière. Après, voilà, le cheval n'est pas fait pour manger du sucre comme ça. Voilà, la mélasse a cet intérêt dans le sens, voilà, ça va coller la poussière, c'est plus joli. Après, en termes nutritionnels, c'est pas forcément une bonne chose. Et du coup, quand tu vas choisir ton aliment, il y a moyen sur la composition de voir le pourcentage de mélasse ou pas du tout? Oui, alors il n'y a pas forcément possibilité de voir le pourcentage de mélasse. Par contre, il faut savoir que sur la composition de l'aliment, les aliments sont donnés par ordre du coup, en gros, du plus important au moins important en termes de poids. Donc du coup, si la mélasse arrive tout à la fin, on peut se dire que c'est un aliment avec peu de mélasse. Et voilà, et c'est forcément précisé dans la composition. Vous aurez forcément, voilà, mélasse de betterave sucrière. Si vous voyez pas marqué mélasse, c'est qu'il n'y en a pas. Ok, ça marche. Pour revenir justement du coup à l'alimentation peut-être un peu plus au global, est-ce qu'il y a une fréquence type, quelque chose de, tu vois, un bon process à suivre entre le moment où tu vas distribuer le foin. Le moment où tu vas distribuer l'aliment doit précéder l'autre. On voit très souvent les chevaux d'abord nourris en foin, puis en céréales. Est-ce que c'est la bonne chose? Enfin, voilà. Est-ce que finalement c'est ce qu'il faut faire ou pas? Et si oui, est-ce que tu mets une distance, un laps de temps entre les deux? Alors, donc forcément, donc pour moi, l'idéal, c'est que le cheval ait du fourrage à volonté. Donc en fait, qu'il puisse se gérer sur son fourrage comme il le souhaite. Donc ça, on est dans la solution idéale. Si le cheval n'a pas de fourrage à volonté, la bonne solution, c'est de mettre le foin en premier, parce qu'en fait, le foin va commencer à en fait réintégrer progressivement le tube digestif et à le remplir. Donc en fait, le foin va cheminer dans le tube digestif et après, on va ajouter la complémentation qui peut être à base de céréales ou non. On peut très bien donner une complémentation sans céréales ou ne pas donner de complémentation du tout, parce qu'il y a énormément de chevaux qui pourraient être nourris que au foin et en ajoutant des minéraux et des vitamines pour combler les carences du foin. Mais donc, s'il y a complémentation, on laisse le cheval manger son foin un petit peu. On peut, voilà, moi j'ai des écuries qui laissent 3/4 d'heure au foin puis qui mettent le concentré. Là, on est sur quelque chose on est sur un temps qui est correct. Et en fait, pourquoi le foin avant c'est utile? Parce qu'en fait, le foin va étendre déjà dans le tube digestif, il va retenir les concentrés dans l'estomac et il va y avoir vraiment le temps de faire la première dégradation. Et est-ce que du coup ce foin tu le mouilles forcément? Ça dépend. Enfin, pour un cheval normal, non, on va pas mouiller le foin. Pour un cheval qui aurait de l'emphysème, on peut tenter de passer sur du foin mouillé.
sachant que voilà, on a des résultats plus ou moins intéressants. Par contre, là où il peut être intéressant de mouiller le foin, c'est pour les chevaux qui ont des soucis de poids, type voilà, des chevaux obèses ou des syndromes ou des chevaux qui sont syndrome métabolique équin ou Cushing. Quand on vient tremper le foin plusieurs heures, on vient en fait lessiver les sucres solubles et ça permet de donner un foin qui est moins riche. D'accord. Mais alors, tu nous dis que du coup, toi, enfin, ce que j'entends tout à fait, tu es pour que les chevaux aient le foin, enfin, aient du foin à volonté. Oui. Si ton foin n'est pas forcément qualiteux. Oui. Alors déjà, petit 1, comment tu t'en rends compte? Et petit 2, tu es nécessairement complémenté, donc avec des minéraux ou autres, mais à quel moment tu te rends vraiment compte des choses? Si ton cheval est en pâture ou autre? Alors, donc, déjà sur un foin de qualité ou pas de qualité. Alors, moi, je veux juste faire une petite précision là-dessus. Pour moi, un foin de mauvaise qualité, c'est un foin qui est poussiéreux ou qui a des moisissures ou qui comporte des plantes toxiques, etc. Par contre, un foin de mauvaise qualité n'est pas un foin pauvre. Un foin pauvre est très intéressant pour des chevaux qui ont des problèmes de poids ou, par exemple, pour un Shetland qui prend du poids très facilement ou pour des fjords, etc. Ça va vraiment être un atout d'avoir du foin pauvre pour ces chevaux-là. Donc pour ces chevaux-là, le foin pauvre, c'est un foin de bonne qualité. Par contre, pour un cheval de sport ou pour une poulinière, là, par contre, on va chercher à avoir un foin beaucoup plus riche. Et dans ce cas-là, le foin de bonne qualité, ça sera celui-là. Après, comment on se rend compte s'il y a besoin d'une complémentation ou pas? Et bien tout simplement en observant, en apprenant même à observer son cheval, en voyant, en étant capable d'estimer son état corporel. Voilà, là, est-ce que mon cheval est plutôt en surpoids ou en sous-poids? Et ensuite, on va adapter son alimentation à son état corporel, à son activité et à son moral. Donc en fait, c'est vraiment le cheval qui va vous dire s'il a besoin d'une complémentation ou non. Et ensuite, pour la complémentation en minéraux et en vitamines, l'idéal, c'est vraiment de faire une analyse de fourrage. Alors, c'est pas toujours possible. Donc, si c'est pas possible, on se base sur les carences, on va dire, ordinaires du foin, qui sont le sélénium, souvent la vitamine E, le zinc et le cuivre. Et on va chercher en fait ce qu'on appelle un CMV, un complément minéral vitaminé, qui va en fait combler ces carences. Ok. Et du coup, donc le foin, il désadifie l'estomac. Alors c'est le aussi foin, ça. Le foin, il va en fait faire le rôle de tampon dans l'estomac. En fait, l'acide chlorhydrique, il va être finalement aspiré par ce foin. Donc oui, il va dans un sens désacidifier puisqu'il va absorber en fait l'acide chlorhydrique. Ça va limiter en fait les projections d'acide chlorhydrique sur les parois de l'estomac et donc limiter les lésions ulcéreuses et le cheval du coup sera mieux. Est-ce que toujours, on va rester sur le foin, comment tu fais quand tu as plusieurs chevaux en pâture avec du foin uniquement en râtelier? Tu vois, parce que tu nous disais qu'un foin pauvre pourrait l'être pour certains chevaux et pas pour d'autres. Comment tu gères? Alors, donc c'est toujours, voilà, il faut essayer de gérer, toujours essayer de trouver la solution, on va dire, au milieu, pour que ceux qui prennent facilement ne prennent pas trop et ceux qui prennent pas prennent quand même un petit peu. Voilà, quand on a différents types de chevaux, il faut essayer de gérer au mieux les particularités de chacun, travailler un petit peu plus ceux qui prennent facilement de l'état. Il n'y a pas forcément de solution miraculeuse. On peut essayer par exemple de mettre le foin en filet pour permettre de ralentir l'ingestion pour ceux qui sont un petit peu en surpoids. Voilà, essayer de trouver des techniques qui vont permettre de s'adapter un petit peu à chacun. C'est pour ça que c'est plus difficile à gérer quand on a des troupeaux un petit peu hétéroclites. Est-ce que pour toute la partie complémentation ou si tu effectivement, si tu complémentes ton cheval au pré en dessus du foin, tu conseilles aux propriétaires de rester, de bouger, d'observer le cheval à ce moment-là ou pas forcément? Alors s'il y a d'autres chevaux dans la pâture, le mieux c'est quand même de sortir le cheval pour éviter un petit peu les bagarres, etc. Ouais. Dans le pré. Et voilà, juste vérifier ça et aussi éviter, souvent quand on nourrit dans le pré avec d'autres chevaux autour, du coup le cheval qui mange souvent fait le glouton et il y a plus de risque de bouchon.
D'accord. Et est-ce que finalement la hauteur en fait à laquelle va se trouver finalement que ce soit un seau, que ce soit un râtelier ou autre, joue sur la digestion? Alors, donc, ça va jouer sur la digestion dans le sens où le cheval est quand même fait pour manger tête en bas, parce que son œsophage en fait est fait comme ça. Il a besoin en fait d'ouvrir son angle tête en colure pour bien pouvoir déglutir, et en fait les muscles de son œsophage sont faits pour en fait remonter la nourriture en escalier. Voilà. Donc, il est quand même fait pour manger tête en bas, enfin en dessous du coup, en dessous le carpe, voilà, bouche en dessous du carpe, pour être au mieux en fait et pour même limiter le risque de bouchon. On continuait là, enfin, du coup, toujours sur ce comportement de groupe, cet instinct grégaire. Rachel pose la question suivante. Quand plusieurs chevaux, mais dans lequel il y a dans un groupe de chevaux dans lequel il y a un poulain, en fait, qui sont complémentés, le poulain, en l'occurrence, mange son complément, mais après, il va foncer rejoindre sa mère ou rejoindre les autres. Derrière, finalement, est-ce qu'il y a un intérêt? Comment est-ce que tu vas lester le contenu? Comment le contenu va être lesté dans l'estomac? Et est-ce que tu perds le bénéfice de la complémentation ou pas du tout? Non. Enfin, si la complémentation est bien adaptée, c'est-à-dire s'il n'y a pas un trop gros volume d'un seul coup, si en fait le cheval il va manger du foin avant, après, le concentré en fait va être pris entre les deux et il y aura pas de souci de digestion, sauf si c'est vraiment un gros volume qui est apporté d'un seul coup, où là voilà on peut avoir de l'amidon résiduel, mais non, vraiment au milieu de 2 prises de foin ça va pas poser de problème. D'accord. Tu as Chantal aussi qui a une question qui demande si le bouton d'or est toujours toxique lorsqu'il se trouve dans le préfané. Oui, il me semble que le bouton d'or, même séché, est toujours une tendance à être toxique. Et de fait, sur un cheval au pré ou même en boxe, comment sais-tu que ton cheval a un ulcère? Quels en sont les signes? Et est-ce qu'un cheval justement qui est au box sur lequel un ulcère a été détecté ira mieux au pré ou pas? Alors, j'ai pas entendu par contre la fin de la question. Pardon, excuse-moi. Du coup, quels sont les signes finalement pour un ulcère? Et comment change-t-il? Et puis derrière, la deuxième question, celle qui suit, c'est un cheval qui va avoir un ulcère au box, peut-il être mieux au pré en fait finalement? Oui. Alors donc du coup pour l'ulcère, alors l'ulcère c'est un petit peu ingrat comme pathologie parce qu'il y a beaucoup de signes qui peuvent être liés aux ulcères et il y a des chevaux qui montrent et des chevaux qui montrent pas. Donc sur les signes d'ulcère, on peut avoir le cheval qui grince des dents, le cheval qui va bouder un petit peu sa ration, c'est-à-dire il va commencer à manger, puis il va s'arrêter, il va se détourner, il va reprendre après. Là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Le cheval qui va coucher les oreilles fort au sanglage, le cheval qui va devenir froid aux jambes, le cheval qui va vous paraître plus fatigué, plus grognon. Voilà, le problème de l'ulcère, c'est que ça peut être tout et rien au niveau des signes. Vous pouvez avoir des chevaux aussi qui ne montrent strictement rien et qui vont avoir un ulcère. Il faut savoir que la prévalence des ulcères est énorme. On l'estime à environ 70% chez les chevaux de sport, 90% chez les chevaux de course. C'est vraiment quelque chose de très répandu, malheureusement, et qui peut s'exprimer par vraiment énormément de biais. Donc, assez difficile à trouver quand le cheval n'exprime rien ou qu'il n'exprime qu'un signe. Donc, le fait de mettre le cheval en pâture peut aider à gérer l'ulcère, même s'il y a des chevaux en pâture qui ont des ulcères, parce que on va diminuer le risque d'apparition et de développement de ces ulcères si le cheval peut manger en continu. Est-ce que les comportements de certains chevaux changent quand ils sont au pré du fait du troupeau dans lequel ils vivent? Au niveau alimentaire? Ouais, au niveau alimentaire. Est-ce que tu sens des spécificités? Est-ce que tu sens, des éléments de modification? Donc oui, il y a bien des éléments de modification. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est des chevaux, alors ce qui est assez marrant, des chevaux qui n'ont jamais été au pré, qui ont tout le temps vécu au box. Quand on les met au pré, donc en groupe, alors donc déjà le groupe, des fois ils sont un petit peu perdus, et ensuite ils vont finalement ils apprennent vraiment par observation des autres vers quelles plantes s'orienter, quels endroits manger, etc. Ils prennent vraiment en fait de l'expérience des autres et du coup modifient leur comportement alimentaire dans le sens où ils vont diversifier leur prise alimentaire. Et juste pour en revenir à l'ulcère quelques instants, Isabelle demandait comment tu le traitais.
Alors donc voilà, moi donc je ne suis pas vétérinaire. Par contre sur l'aspect donc traitement, donc là il y a des traitements soit médecine on va dire allopathique, traitement voilà standard que peut proposer le vétérinaire. Il y a voilà d'autres traitements type aloe vera qui ont l'air de fonctionner, des compléments alimentaires, enfin des d'autres plantes aussi qui peuvent être intéressantes. Ensuite, comment traiter l'ulcère? Moi, je voilà, mettrais bien ça dans l'autre sens. Comment prévenir l'ulcère? Et vraiment, l'aspect alimentation est capital. Pouvoir proposer une alimentation, un apport de fourrage en continu, faire attention aux doses d'amidon qu'on donne, c'est très important. Et aussi, voilà, limiter le stress, permettre au cheval d'avoir des contacts sociaux, d'avoir des sorties, de pouvoir vraiment gérer son environnement, etc. Ça va vraiment être très important. Chantal pose une question pratique qui dit si on a le choix, est-ce qu'il est mieux de mettre le préfané dans un râtelier ou à même le sol? Alors moi je dirais ça dépend. Si on est sur si le cheval fait pas trop de gâchis et que c'est possible, oui, on va le mettre au sol. C'est quand même ce qui est le mieux en termes de physiologie du cheval. Après, il faut quand même que ça soit propre et voilà, et que le cheval fasse pas trop de gâchis. Et est-ce que le foin de croc est intéressant ou pas du tout? Parce qu'on entend le pire comme le meilleur sur le foin de croc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, le foin de croc, j'aurais tendance à dire pas si intéressant que ça, parce que on n'en a pas forcément besoin au niveau voilà de la composition alimentaire du foin de croc, c'est pas forcément un indispensable pour le cheval. D'accord. Ok, donc finalement, plus tu as du foin de bonne qualité, mieux c'est quoi. Enfin, pas besoin de. Le mieux, c'est d'avoir finalement bonne qualité, je m'entends. Voilà, d'avoir la qualité de foin qui correspond aux besoins de son cheval. Perrine demande si le préfané est plus riche que le foin. Donc le préfané, oui, généralement est plus riche que le foin puisqu'il est conservé plus humide. Donc oui, généralement, on va être sur quelque chose beaucoup plus riche que le foin. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier avec ceux qui prennent de l'état facilement. Et donc Isabelle qui nous disait, ma question a été zappée. Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous reposer ta question si on l'a ratée, qu'on y revienne, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ah, attends, moi je l'ai retrouvée. Je pense que c'est pour la jument de sport de 5 ans. Ah bah génial. Alors, vas-y. Donc je donne un aliment sans céréales à ma jument de sport de 5 ans en plus du foin, mais j'ai du mal à la faire grossir. Comment faire? Donc déjà, il faut voir les quantités de foin qui sont données et voir en fait, donc déjà voir les quantités de foin qui sont données, qu'est-ce que ça va amener en termes de nutriments et voir aussi qu'est-ce qu'amène cet aliment sans céréales en termes d'apport alimentaire, donc en termes de protéines, de glucides, de minéraux, de vitamines, et de regarder aussi l'état corporel de la jument et ses besoins par rapport à son activité pratiquée et voir si la ration alimentaire est adaptée ou pas. Donc là, si elle a du mal à grossir, on peut se dire qu'on est sur un déficit énergétique au niveau de l'alimentation. Donc après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut augmenter la quantité de fourrage? Oui ou non? Est-ce qu'on peut augmenter la quantité de compléments? Oui ou non? Et si on ne peut pas augmenter, est-ce que c'est le complément qui est le plus adapté à mon cheval? Mais vraiment, le premier palier, toujours, c'est vraiment d'aller gérer le foin, voir si je peux modifier ma dose de foin ou modifier ma qualité de foin. Est-ce que je peux donner un fourrage avec une valeur énergétique, une valeur nutritionnelle un petit peu plus élevée? Foin plus luzerne? Ça donne quoi? Plus luzerne, c'est intéressant, mais attention avec la luzerne parce que c'est très fermentescible. Ça peut avoir tendance à faire gonfler les chevaux. Donc la luzerne, jamais à volonté par contre. Mais oui, ça peut être utilisé. Et on peut utiliser aussi une autre légumineuse qui est très intéressante, qui s'appelle le sainfoin. Voilà, et qui a une valeur nutritionnelle assez intéressante à mélanger aussi au foin. Céline avait une question. On lui propose du regain en foin. Est-ce que pour toi c'est un foin de bonne qualité? Alors donc le regain en fait, donc c'est souvent ce qu'on appelle la deuxième coupe. Donc en fait le foin est coupé une première fois et on refait une coupe de foin ou une troisième coupe même.
Donc sur sur les foins de regain sont généralement un petit peu plus riches, à la fois en énergie et généralement en protéines. Donc ça peut être intéressant pour des chevaux qui ont ce besoin en énergie, sur des chevaux qui prennent facilement de l'état, un petit peu moins intéressant. Et qu'est-ce que tu penses des complémentations qui incluent le vermifuge dans la formule? Alors, c'est compliqué à dire. Voilà, je pense là on est plus sur un choix personnel. Là je joker. Joker. D'accord, ça dépend du choix de chacun en fait. C'est vraiment comment on souhaite le gérer, si on préfère proposer un programme en continu ou pas. La phytothérapie est intéressante pour gérer l'aspect parasitisme. C'est notamment aussi une des qualités du sainfoin, la plante dont je vous parlais tout à l'heure, qui a cette propriété-là d'être une plante qui va gérer aussi le parasitisme. Mais voilà, se dire, est-ce qu'on apporte en continu, est-ce qu'on apporte plutôt par cycle, voilà, en fonction de différents éléments. Je pense que c'est plus un choix, voilà, qu'on fait personnellement par rapport à son choix. D'accord, personnel. Voilà. Est-ce que le fait de donner du pain aux chevaux, comme beaucoup vont le faire quand ils se baladent proche des prés ou pour récompenser un cheval, est-ce que ça a un effet sur le système digestif? Alors, donc, le cheval n'est pas fait pour manger du pain. Le cheval tolère, et comme beaucoup d'herbivores, tolère très très mal le blé. Donc l'amidon de blé, le gluten. Donc le gluten de blé est assez mal toléré, et donc du coup oui, non, le pain c'est vraiment pas conseillé. Si on peut s'en passer, c'est bien. Alors bon, s'il mange un tout petit bout de pain, ça sera pas dramatique, mais vraiment moi je conseille vraiment de pas en donner en fait. D'accord. Est-ce que du coup c'est compliqué quand ton cheval est au pré et que tu as des gens qui passent, c'est un peu tout le problème. Perrine a une question qui demande d'où peut venir le fait qu'un cheval ait le ventre gonflé. Alors, donc le ventre gonflé, alors il y a plusieurs solutions. Soit c'est un cheval qui va avoir une petite tendance à se gaver de paille. La paille, elle est très riche en ce qu'on appelle en lignine. Donc c'est des fibres mais qui sont pas digestibles. Donc ça va faire du volume dans le ventre et du coup ça va faire gonfler. On peut aussi avoir ça avec un foin pareil, qui est très très vieux, qui a été coupé tard et qui est riche en lignine également, ça peut aussi faire cet effet-là. Ventre gonflé, ça peut être aussi un cheval qui a mal au ventre par justement le passage d'amidon résiduel dans le gros intestin, et qui peut faire gonfler en fait par fermentation. Voilà, un petit peu les deux voies qui peuvent expliquer ça. Juste pour revenir sur la partie vermifuge de tout à l'heure, Dominique te demande si t'es pas forcément pour vermifuger si l'alimentation est équilibrée toute l'année. Alors si. Je trouve très mal, mais voilà. Il faut vermifuger. Alors oui, avoir une alimentation équilibrée toute l'année, oui. Mais oui, bien sûr, il faut quand même vermifuger. Alors, pas forcément en chimique. Et puis, c'est très intéressant aussi de faire des coproscopies pour voir un petit peu, justement, qu'est-ce qu'on doit cibler si on veut vermifuger. On peut tout à fait vermifuger en naturel. Et ce qui est très intéressant, c'est de prendre des mesures aussi préventives. Travailler en amont. En fait, plutôt que de traiter les conséquences, traiter les causes. Donc, c'est-à-dire faire des rotations de pâture, ramasser les crottons dans les paddocks. Voilà, gérer un petit peu tous les aspects qui font que le cheval limitera son parasitisme parce que ça sera mieux géré tout au long de l'année. Voilà. Et pour un cheval en boxe, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu peux jouer du coup sur l'alimentation? Pour le vermifuge? Ouais. Pour un cheval qui est en boxe. En fait, l'alimentation, à part si on met des plantes qui ont des vertus de gestion du parasitisme, on va pas avoir trop d'impact sur le parasitisme avec l'alimentation, sauf si voilà on utilise ce type de plante. Le cheval qui est au box et qui a pas trop de contact, il est normalement il est en contact avec ses propres crottins, etc. Donc il y a quand même un parasitisme qui est pas le même qu'un cheval qui serait en groupe avec d'autres chevaux qui n'ont pas les mêmes parasites, etc. qui peuvent un petit peu s'échanger. Enfin, le un est excréteur, l'autre reçoit, etc. Ouais, d'accord.
Chantal a une question concernant toujours le pré-fané. Donc, elle le donne en 3 fois matin, midi et soir pour occuper son cheval. Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce intéressant ou pas du tout? Alors oui, bien sûr, c'est intéressant. Vraiment, l'objectif à chercher, c'est d'augmenter le temps d'ingestion, donc que le cheval puisse manger le plus longtemps possible. Ce qui est intéressant aussi à donner en plusieurs fois, c'est que on va limiter le gâchis, parce que le cheval, voilà, va manger un petit peu, on va en rajouter, donc on limite le gâchis. Après, juste faire attention, comme le pré-fané est plus riche, à pas amener une alimentation vraiment trop riche pour éviter voilà les prises de poids. Est-ce que le fait de diminuer du coup en foin permet finalement un amaigrissement du cheval ou pas quand tu as un cheval qui est victime de fourbure ou autre? Est-ce que c'est une sombre bêtise? Le premier palier, c'est pas de toucher au foin, c'est de toucher à la complémentation s'il y en a une. Donc, c'est-à-dire si on complémente en céréales ou avec un aliment sans céréales, si on est sur un cheval qui fait des fourbures, qui est trop gros, tout de suite, on enlève, que ce soit avec céréales ou sans céréales, on enlève la complémentation. Le cheval, s'il est trop gros, avec ça, on touche pas au foin, on touche à la complémentation. Et ensuite, le foin, on va pas réduire on va essayer de pas réduire sa quantité. On va essayer de diminuer le temps d'ingestion, donc c'est-à-dire mettre le foin en filet, ou on va essayer de diminuer la valeur nutritionnelle du foin, donc c'est-à-dire on va par exemple le faire tremper ou essayer de trouver du foin plus pauvre. D'accord. Ouais, donc tu joues pas du tout sur la quantité, tu joues sur la qualité. Voilà, il faut essayer de jouer au minimum sur la quantité pour que le cheval puisse vraiment, même en étant obèse, satisfaire son comportement alimentaire, parce qu'après, on rentre dans le cercle vicieux du cheval qui stresse, et puis quand il va avoir à manger, il va tout stocker, etc. Donc vraiment, le meilleur moyen, c'est de pas travailler la quantité, mais travailler le temps d'ingestion. Voilà, pour dire, on va augmenter le temps d'ingestion et limiter de toucher à la quantité. On peut baisser un petit peu si on arrive à augmenter le temps d'ingestion, mais vraiment chercher à aller travailler sur la richesse de l'aliment. Et qu'est-ce que tu penses des prés et des probiotiques? Donc les prés et les probiotiques, ils peuvent être intéressants. Donc là, je vois la question, oui, après vermifuge, ça peut être intéressant pour refaire la flore, sachant que le meilleur pré ou probiotique, ça restera, ça reste le foin à volonté. Après, oui, on peut tout à fait utiliser pré-probiotiques pour aider la flore à se réinstaller, etc. sur un cheval qui aurait eu des soucis, voilà, type colique ou une diarrhée, etc. Alors ça c'est une question que j'ai eue par ailleurs qui me dit mon cheval est sur copeaux. Est-ce que cela change la quantité de foin à donner et l'alimentation ou pas du tout? Alors, donc ça change dans le sens où il faut être encore plus vigilant au fait que le cheval puisse avoir du fourrage en quantité. Parce que là, un cheval sur copeaux, il n'a pas d'autre possibilité de grignoter quelque chose à part son foin. Un cheval qui est sur paille, quand il a plus de foin, il peut se rabattre un petit peu sur sa paille, même si c'est pas l'idéal. Parce qu'on l'a vu, c'est assez peu digeste et il faut limiter. Il faut pas avoir plus de 3 kilos de paille mangée par jour, sinon, on va passer sur du risque de colique de stase, c'est-à-dire que la paille va ralentir le transit digestif jusqu'à avoir ce risque de colique. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir du foin même quand on est sur la paille, mais vraiment le cheval sur copeaux là être vraiment très vigilant à ce qu'il ait du foin en quantité et qu'il puisse s'alimenter voilà de façon assez régulière, même très régulière. On revient juste quelques instants au pré et au probiotique avec la question de Perrine qui demande si un cheval qui a une alimentation équilibrée du tout. S'il en a besoin ou pas. Ouais, ou pas. Du coup, moi c'est une observation du terrain. C'est vrai quand on a un cheval qui est au foin, soit à volonté, soit en quantité importante, enfin, qui correspond à ses besoins, avec une ration de compléments gérés derrière, c'est assez rare qu'on ait à conseiller des probiotiques. Et du coup, tu parlais de faire attention à la transition dans l'alimentation. Oui. Concernant le foin en tant que tel, par exemple. Est-ce que tu peux augmenter au fur et à mesure? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux augmenter d'un coup parce que c'est du foin?
Voilà. Comment tu t'organises? Alors, donc, le foin, si le cheval en a jamais trop eu, moi, je prends pas de risque. Je préfère quand même augmenter progressivement. Voilà, pour limiter le cheval qui se jette dessus, etc. Pour qu'il se calme progressivement. Donc voilà, je monte en 3 semaines. Généralement, je fais des plannings de transition alimentaire sur 3 semaines. Pareil, un cheval qui passerait du sec enfin, du foin en sec à l'herbe. Pareil, on essaye de faire une transition. On va mettre du foin un petit peu dans le pré, ou alors on sort quelques heures par jour, et puis on augmente progressivement pour que le tube digestif s'habitue à ce changement. Mais là où il faut faire un peu plus attention, c'est sur les changements de granulés, etc. D'accord. Ou pareil, tu te bases sur une modification en 3 semaines. Oui. De préférence. D'accord. Avec un mélange à un moment donné des deux nutriments ou des 2 aliments, oui. On va d'alimenter comme ça. Forcément, oui. Par exemple, voilà, si le cheval est à, voilà, on va dire 2 litres matin, 2 litres soir, progressivement, on va changer, on va rajouter un petit peu, on va enlever de son premier aliment, on va en rajouter un petit peu, on va dire, on va faire 1 litre, et puis après, on va diminuer encore un petit peu. Enfin, déjà, on va commencer, on va faire 1,5 litre, 0,5 du nouveau, et puis le soir, on va rechanger, on va faire 1,5 litre de l'ancien, 0,5 du nouveau, et puis on va augmenter progressivement. D'accord. Dominique, je ne sais pas si tu as vu une question qui nous dit pour un cheval en bonne santé, mais qui a tendance à grossir, est-ce que tu choisis le foin plutôt que le préfané au risque d'avoir de la poussière, plus de poussière par rapport au préfané? Quel est ton conseil? Le conseil, ça peut être, si le cheval est plutôt un cheval qui tousse, on peut essayer de rester sur du préfané en augmentant la quantité de travail. Ça peut être une solution. Si le cheval tousse pas et supporte bien le foin, oui, on peut rester sur du foin. D'accord. Et pour continuer sur sa question, cheval est au pré H24. Tu mets quand même du foin en complément et ils mangeront selon leur envie ou pas forcément? Alors, donc moi, ce que je conseille, donc forcément l'hiver, on met du foin parce qu'il n'y a pas de croissance d'herbe l'hiver, donc oui, forcément du foin. Généralement, si les prés sont bien gérés, on peut réussir s'il y a des vraies rotations, on peut réussir à se tenir jusqu'à fin novembre sans foin. Après, foin de décembre, janvier, février, mars et même quasiment avril. En fait, mettre du foin jusqu'à temps qu'ils en veuillent plus. C'est le plus simple. En fait, les chevaux vont vous dire en fait quand ils en veulent et quand ils en veulent pas. Donc vraiment, le foin, on peut en laisser sur un pré H24 de décembre à avril, et ensuite, pourquoi pas à l'été si sécheresse et que l'herbe crame et qu'il n'y a plus grand chose à manger. Et voilà. Et après, on a un petit regain d'herbe sur septembre, octobre, où là, généralement, il n'y a pas besoin d'ajouter du foin. Donc, de fait, ton cheval réserve avec du foin à volonté et il va aller dans un pré bien herbeux avec potentiellement de l'herbe grasse, ou alors, au contraire, un pré avec de l'herbe sèche et plus de foin. Qu'est-ce que tu conseilles dans les 2 cas? Alors, donc pour Laurent, du coup, qui passe donc de l'extérieur au foin qui passe donc d'une herbe à l'herbe toute l'année, et quand ils partent sur l'extérieur, donner du foin, là c'est quasiment, il n'y a pas quasiment pas de risque. Juste vérifier que le cheval boive bien, parce que comme c'est plus sec, l'alimentation va amener moins d'eau, donc bien vérifier que le cheval boive bien avec le foin. Mais là, normalement, on n'a quasiment aucun risque. Après, sur un cheval qui passe d'un pré sans herbe avec du foin à volonté, qui passe dans un pré plein d'herbes sèches. Donc là, herbe sèche, on a déjà moins de risque qu'une belle herbe verte. Après, si le cheval passait vraiment de foin sec à une belle herbe verte bien riche, faire attention à y aller un petit peu plus progressivement pour limiter vraiment les diarrhées d'herbe, en fait. Donc là, du coup, tu vas quoi? Tu vas clôturer ta pâture de façon à ce que le cheval s'ébatte pas trop et Par exemple, on peut faire une avancée, on peut faire poser un premier fil, en fait, qu'on va avancer progressivement pour que le cheval n'ait pas trop à manger d'un seul coup. Ou voilà, si on a la possibilité d'avoir un box, pas mettre le cheval tout de suite H24 dedans, mais lui proposer une transition qui va être plus progressive, en disant voilà,
premier jour, on va sortir quelques heures et puis on va augmenter. Mais voilà, là, sur un pré où l'herbe est déjà sèche, là, on est du coup quasiment fin juillet, une herbe qui n'a pas été pâturée. Là, l'herbe est montée à épiaison, elle a même fleuri. En fait, là, ça va être du foin sur pied typiquement, donc il n'y a pas de risque. Et dans le cas de l'herbe trop grasse, tu au box effectivement pour lui éviter de trop pâturer. Et dans ce box-là, tu lui mets quand même du foin ou pas forcément? Oui, tu mets quand même du foin. Ok, d'accord. J'ai une question, mais qui n'a pas été posée en direct, qui était posée sur un mail, qui était dans le cas d'un cheval de compétition. Au moment du transport, est-ce que je peux, enfin, on dit qu'on donne du foin de façon à rassurer le cheval. Est-ce que c'est vraiment conseillé ou pas? Alors, donc ça, il y a deux courants de pensée pour ça, qui sont liés au système respiratoire et au système digestif. Alors, pour le système digestif, oui, il peut être intéressant de mettre du foin sur les longs trajets parce qu'on l'a dit, un cheval, en fait, il a un inconfort gastrique dès qu'il va passer plus d'une heure sans manger. Donc, avec l'acide chlorhydrique, etc., le cheval peut ressentir des douleurs au niveau de l'estomac. Donc, au niveau du système digestif, oui, ça va être intéressant de mettre du foin. Par contre, au niveau du système respiratoire, c'est malheureusement un non-sens de mettre du foin parce qu'en fait, le cheval va avoir le filet à foin au-dessus du nez et du coup, il va lever la tête pour prendre son foin et il va se prendre toutes les poussières dans le nez dans un environnement fermé qu'est le vent. Donc en fait, mettre du foin dans le vent, c'est un petit peu, ou dans un camion, c'est un petit peu à double tranchant en fait. C'est pour le système digestif, oui, pour le système respiratoire, beaucoup moins bien. D'accord. Donc le bon compromis, c'est quoi? Bah voilà, il y a des fois c'est compliqué et voilà. Donc soit si on est sur des longs trajets, on s'arrête, on peut proposer du foin un petit peu. Voilà, en faisant une pause où on se dit bon bah mon foin n'est pas poussiéreux, mon cheval n'a pas de problème respiratoire, en avant on met du foin quand même quoi. Oui, ou Brigitte dit, pour voir le petit mot de Brigitte, oui, pourquoi pas le mouiller. Après faire attention à ce qu'il soit un petit peu essoré quand même pour que pendant le transport le cheval ne prenne pas aussi tout dans le nez au niveau de l'eau. Alors du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut demander à Angélique le mot de la fin? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que tout le monde commence à avoir le retour à ces questions. Est-ce qu'Angélique, vous avez répondu à tous? Est-ce qu'on a oublié aucune question? Dites-nous tout. Ça a l'air d'être bon. Je pense, Angélique, je pense que tu as dû répondre à tout. Alors, une question de Dominique quand même. Tu as vu, est-ce que l'analyse du foin se fait par un spécialiste en nutrition équine ou par le veto? Alors, donc l'analyse de foin, donc ça se fait au niveau d'un laboratoire. Donc il y a quelques fabricants d'aliments qui les proposent. Sinon, faut se rapprocher des chambres d'agriculture. Je ne connais pas de veto qui en font. Nous, au niveau conseiller en nutrition, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas notre laboratoire, mais du coup, on peut envoyer dans d'autres labos en fait qui font ces analyses-là en fait, que ce soit en France ou à l'étranger. Et si on avait la question de l'herbe et l'azote, et du coup, c'était le risque qu'il y ait beaucoup d'azote dans l'herbe, je pense. Donc oui, sur la petite herbe de printemps qui est toute jeune, qui vient juste de pousser, elle est très riche en protéines. Et là, donc on a quand même, des risques au niveau de la digestion pour le cheval, d'avoir un petit peu l'aspect excès protéique qui va aussi modifier un petit peu la flore du gros intestin et peut créer des petits problèmes digestifs. Alors, une question de Brigitte. Le complément pour un cheval qui vit au pré, qu'est-ce qu'on privilégie? L'idéal, encore une fois, c'est d'analyser pour voir si au niveau de l'herbe qu'on va donner, on a tout ce qu'il faut. D'accord.
se dire est-ce que mon herbe apporte tout ce qu'il faut et si le cheval n'est pas en état avec juste l'herbe, voir quel aliment on peut rajouter qui correspondent à son activité et à ses besoins. Du coup, et la pulpe de betterave en hiver, qu'est-ce que la pulpe de betterave, oui, peut être intéressante pour complémenter parce qu'elle est riche en fibres, elle est pauvre, elle ne contient pas d'amidon, donc oui, elle peut être intéressante. Attention cependant, elle est riche en calcium, donc attention à bien équilibrer, à ce qui est pas trop, à bien l'équilibrer. Dominique demande si en mettant de la chaux sur l'herbe, ça va ou bof bof. Alors donc ça c'est au niveau des traitements donc pour assainir un petit peu les prairies. Donc c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup historiquement dans le monde paysan. Oui, c'est une technique qui peut être intéressante. Après ne pas en abuser et ne pas en abuser, pas remettre les chevaux tout de suite derrière. Et voilà. Et par exemple en travaillant vraiment en rotation de pâture, etc., en faisant attention aux prairies, on peut, on va dire, limiter ce genre de traitement. Alors, on avait envisagé justement une webconf sur la gestion de prairies. Est-ce qu'on peut se dire qu'on mettra cette question-là à l'ordre du jour de ton PowerPoint? Oui, tout à fait. On peut se dire voilà, quel traitement faire sur mes prairies, etc. Eh ben écoute, voilà, on a trouvé le thème de ta prochaine webconf, entre autres, donc la gestion de prairies au global, avec tout ce qui s'ensuit. Ouais, il va plutôt falloir un petit cycle pour ça, parce que c'est quand même conséquent. Ça vous tente un petit cycle sur la gestion de prairies à tous? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une bonne idée, mais bon, voilà. Petite question. Bah, tu vois, il y a que des très bonnes idées, donc écoute, je pense qu'on est parti pour. Petite question de Chantal. Je mets un bloc minéraux rouge, est-ce suffisant comme complément? Alors donc souvent les blocs alléchés, alors je pense que c'est ça, c'est un bloc alléché dans un seau, je pense. Donc souvent les blocs alléchés, il faudrait que les chevaux en mangent beaucoup pour avoir la bonne complémentation. Souvent c'est pas suffisant sur la complémentation. On est vraiment sur des petites quantités de minéraux et de vitamines. Je répondais en même temps, je suis désolée. Ok. Alors, j'ai reçu d'autres questions, mais vraiment sur l'alimentation du cheval de sport. Donc, on n'est pas forcément exactement dans le même sujet. Du coup, Angélique, je te propose sous deux options, soit un petit article sur le sujet, où je t'enverrai les quelques questions que j'ai eues, soit si ça intéresse tout le monde, de faire une petite webconférence sur l'alimentation du cheval de sport, qu'il soit en période de compétition, en repos ou en préparation. Voilà, vous nous direz si ça vous tente aussi. On va juste prendre une dernière question qui est celle de Céline. Oui, je viens la voir. Voilà, et après on rend sa liberté à Angélique qui nous fera malgré tout le petit mot de la fin. Alors, donc, je vais être embêtante sur la dernière question. Alors, donc, s'il vous plaît, ne faites pas les vermifuges chimiques sur les prés, parce que voilà, toute la faune du sol, elle est impactée par les vermifuges. Alors, je sais, c'est contraignant, mais essayez, alors soit de garder un paddock vraiment où on fait le vermifuge et où on laisse les chevaux, on va dire 3-4 jours. Alors les chevaux continuent d'excréter de la molécule active même un mois après. Donc, c'est quand même hyper impactant pour l'environnement. Mais déjà, si sur les 3-4 jours qui suivent, on peut avoir les chevaux, voilà, sur la carrière, sur le sable, en mettant du foin, etc. Voilà, essayez de pas vermifuger dans les prés, parce que vraiment, les chevaux vont excréter déjà des vers qui vont pouvoir potentiellement relarguer des œufs, etc. Sur le sol, et en plus, on vient vraiment toucher la faune du sol, tous les bousiers, etc. Ils supportent très mal ces molécules actives.
Extra. Bah écoute, on te remercie. On te laisse faire le petit mot de la fin. Oui, on a fait un bon petit tour là. Voilà, pour le mot de la fin, vraiment reparler du fait que pour bien gérer, pour que le cheval soit bien à nos côtés, c'est vraiment important de bien le connaître et de connaître son fonctionnement. Donc pour l'alimentation, c'est vraiment s'intéresser à son comportement alimentaire et aux particularités de son système digestif. Et qu'est-ce que nous indiquent ces deux éléments chez le cheval? C'est que le cheval, il est fait pour manger des fibres, donc principalement des fibres, de l'herbe, du foin, et que s'il y a besoin d'une complémentation, on la met, mais vraiment le foin ou l'herbe reste la base et le socle de l'alimentation, et il faut essayer de permettre au cheval de s'alimenter quasiment en continu. Et je viens juste de voir donc le petit mot d'Isabelle pour ramasser les crottins après. Oui, si les crottins sont ramassés tout de suite après et de manière assez drastique, on va dire. Voilà, donc le petit mot de la fin, c'est vraiment permettre à nos chevaux d'être vraiment dans le bien-être alimentaire. L'alimentation à base de fibres et en quantité pour lui permettre un temps d'ingestion long, c'est vraiment la base et très important. Eh ben extra. Est-ce que tu nous accordes une toute dernière question? Oui, pas de souci. Sur les bonbons pour chevaux. Oui. Petite question qui vient d'arriver par texto. Finalement, on trouve des bonbons, on trouve des carottes, il y a les pommes, il y a le pain. Qu'est-ce qui est bien? Et qu'est-ce qui n'est pas bien par rapport à la digestion et par rapport au reste? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est donné en très petite quantité, ça va quasiment pas compter en fait. Mais quand même, éviter le pain, éviter toutes les voilà, des choses que normalement on n'est pas censé donner aux chevaux, type les bonbons Haribo, hein, c'est des choses que j'ai vues. Donc les bonbons Haribo, non. Et après, voilà, tout ce qui va être carottes, pommes ou des petits bonbons du commerce, on jette quand même un coup d'œil à la composition, vérifier qu'il y ait pas de blé, etc., pour essayer de trouver au mieux. Après, voilà, si c'est donné en petite quantité, ça posera pas de souci. Mais après, rester dans des choses type fruits et légumes, c'est très bien et les chevaux généralement apprécient. Extra. Bah, écoute, un grand merci. Moi, je voulais juste vous dire que pour savoir toutes les webconférences qu'on a montées depuis le début et qui auront envie de voir en replay les prochaines à venir, on a une offre spéciale pour les vacances, donc il vous suffit d'aller voir sur le site, vous découvrirez tout au global. Je vous remercie à tous de votre présence. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait une webconf sur l'alimentation du cheval de sport qui était attendue et puis un cycle sur la gestion des pâtures. On prépare tout ça avec Angélique. La prochaine, alors je vous avertis tous pour celles et ceux qui auraient suivi la dernière webconférence en fait avec Géraldine Van de Ven, souci de connexion. Et elle nous avait proposé de la remettre à hier au 19. Elle a eu quelques soucis et du coup, elle est reportée au 27. Elle aura bien lieu le 27 juillet. Alors, à nouveau, c'est une connexion entre la Belgique. Je sais qu'il y avait des gens des Pays-Bas qui étaient aussi connectés et puis de France et également du Luxembourg. Donc, ça passait pas forcément pour correctement au niveau des slides pour tout le monde. On en a des. Mais voilà, malheureusement, là-dessus, on peut pas faire grand-chose. Maintenant, pour celles et ceux qui sont intéressés par le choix du mort, le choix de l'en-azur, Géraldine, elle est juste géniale, elle est passionnante. Donc je vous invite tous le 27 à suivre cette webconférence qui promet d'être très sympa. Un grand merci à tous. Géraldine et Géraldine pour Angélique, là, je sais rien ne va plus. Je suis fatiguée, j'étais orientée sur ma webconférence future. Merci à toi. Et puis on se retrouve pour programmer les prochaines. Parfait. C'est parfait. Un grand merci à tous et pas une très belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%.